Le soleil de plomb de l'après-midi tapait impitoyablement sur les toits rouillés et les rues accidentées d'Adjugun, où les flaques d'eau de la pluie de la nuit précédente formaient encore des mares brunes le long des abords encombrés. Neka se tenait au bord de la route encombrée, le visage crispé par l'inquiétude, tandis qu'elle se penchait pour nettoyer une égratignure au genou de son petit frère. Shuka avait trébuché en courant après l'un des rares sachets d'eau fraîche qu'elle vendait aux automobilistes impatients coincés dans un embouteillage. Ses doigts étaient tachés de poussière et de vieux sang, ses lèvres serrées de frustration tandis qu'elle essuyait la blessure avec un chiffon qui avait connu des jours meilleurs. Le garçon grimaça, mais ne pleura pas. Il était habitué à cette vie. Depuis la fenêtre ouverte d'une kiki au ralenti, des rythmes afrobeats retentissaient, se mêlant à la cacophonie des vendeurs ambulants criant les prix et des contrôleurs lançant des jurons. Puis, c'est arrivé. Un convoi de SUV noirs de luxe a dévalé la route étroite à toute vitesse, comme s'ils en étaient maîtres. Les klaxons retentirent, les sirènes hurlèrent, et les piétons s'écartèrent précipitamment. Mais Neka était trop concentré sur Shuka pour agir assez vite. L'un des véhicules heurta une grande flaque de boue, projetant une violente éclaboussure d'eau brune et sale directement sur le visage de Neka et sur son chemisier jaune délavé. L'eau trempait ses cheveux, collait à sa peau et trempait un sac en nylon contenant ses marchandises. Chuka Halita. Les gens la fixaient. Certains rirent. Son monde se figea un instant, non pas sous le choc, mais sous l'effet d'une fureur grandissante. Les dents serrées et les yeux plissés, Neka se releva lentement, tremblant comme un arbre pris dans la tempête. Elle s'essuya le visage du revers de la main, mais ce geste ne fit qu'étaler la boue sur sa joue. Elle leva les yeux et aperçut l'arrière du Range Rover noir, brièvement coincé dans les embouteillages à quelques mètres. Les vitres teintées reflétaient la lumière du soleil comme une claque. Son cœur battait à tout rompre. Dans un brouillard aveuglant de colère et d'humiliation, elle scruta le sol, ramassa une brique déchiquetée posée près d'un nid de poule, et sans hésiter, la lança de toutes ses forces. Un craquement s'écrésonna dans l'air lorsque la brique s'écrasa contre la lunette arrière de la voiture, la brisant en une toile de verre. La rue devint silencieuse. Les klaxons s'arrêtèrent. Les bavardages cessèrent. La poitrine de Neka se souleva, ses poings toujours dégarnis. Shuka lui serra la main, terrifié. Le conducteur du SUV freina brusquement. Puis la portière arrière de la voiture s'ouvrit. Un homme grand et posé en sortit, vêtu d'un cafetan bleu marine et de chaussures noires cirées, qui n'avait jamais connu la poussière. Son visage était indéchiffrable, sa peau couleur grain de café torréfié et son regard froid comme l'acier. Il s'agissait d'Obina Ezenwa, milliardaire de la tech, PDG d'Ezenwa Digital, et l'un des hommes les plus puissants du pays. La foule murmura et recula de plusieurs pas. Mais Neka resta ferme, son défi plus éclatant que le soleil de l'après-midi. Peu lui importait qui il était. Il l'avait humilié devant son frère. Et pour cela, il devait lui faire face. Obina fixa le pare-brise fissuré, puis la jeune fille devant lui, cette marchande ambulante dépenaillée, pieds nus, le menton dégoulinant de boue et les yeux brûlants d'une rage sans phare. Ses agents de sécurité s'élancèrent, lui attrapant déjà les bras, prêts à lui donner une leçon. Mais Obina leva la main, les arrêtant net. Il ne savait pas ce qui l'intriguait le plus, le culot de la jeune fille ou le fait qu'elle n'ait pas couru. La plupart des gens auraient reculé ou supplié. Pas elle. Elle se tenait là, comme si la route lui appartenait. Neka ne broncha pas sous son regard. Au contraire, elle s'avança. « Tu crois que l'argent te donne le droit de traiter les gens comme des animaux ?» s'exclama-t-elle d'une voix sèche et intrépide. « Tu vois cette route, cette boue. Elle nous appartient à tous. Il n'y avait pas que vous et votre convoi impeccable. » La foule, qui avait doublé de taille, regardait avec admiration. Quelqu'un commença à filmer avec un technophone fêlé. Obina haussa un sourcil, mais ne dit rien. Il avait vu des manifestations dans les conseils d'administration, du faux courage derrière les comptes Twitter, mais jamais quelqu'un comme elle. Une fille des rues, à peine sortie de l'adolescence, le fixant du regard comme si elle n'avait rien à perdre. Son silence ne fit que l'enrager davantage. « Je n'ai pas peur de toi, » continua-t-elle en levant un doigt en l'air. « Tu m'éclabousses, puis tu t'attends à ce que je m'incline. Je ne suis pas ta bonne. Et si tu penses que la voiture est plus importante que les gens, peut-être as-tu besoin que quelqu'un te rappelle ce que signifie être humain. » Shuka tira sur sa manche en murmurant
Neka, arrête. Mais elle était trop loin. Sa dignité avait été bafouée, piétinée, et elle n'allait pas la laisser partir. La mâchoire d'Obina se serra. Il se détourna sans un mot et remonta dans la voiture. Le moteur ronronna de nouveau, et le convoi reprit sa route, laissant derrière lui un silence stupéfait. Neka resta là, essoufflée, encore tremblante. Les gens applaudissaient. Quelques-uns riaient nerveusement. Elle ne s'attendait pas à des applaudissements. Elle n'en avait pas envie. Tout ce qu'elle voulait, c'était oublier ce moment. Mais cette nuit-là, alors qu'elle et Shuka se blottissaient dans leur coin de la cabane en bois qui était leur foyer, on frappa à la porte. Des hommes en chemise noire se tenaient dehors. Des policiers. Sans un mot, ils l'ont attrapé et l'ont tiré dehors, ignorant les cris et les protestations de Shuka. « Vous êtes en état d'arrestation pour agression et destruction de biens », dit un policier d'un ton bourru en la poussant à l'arrière d'une camionnette qui l'attendait. La porte claqua. Dans l'obscurité, la résistance de Neka commença à trembler sous le poids d'une peur bien réelle. Son visage était collé à la vitre, regardant son frère pleurer et courir pieds nus après la camionnette jusqu'à ce qu'il disparaisse. Le système avait finalement réagi, non pas par la compassion ou la conversation, mais par les menottes et l'acier froid. Obina aurait pu s'éloigner en silence, mais il avait parlé. Bruyament. Et la fille des rues qui avait osé le défier était désormais enfermée dans un monde dont elle ne pouvait s'extirper. L'air humide de la cellule de détention provisoire sentait l'urine, la sueur et le désespoir. La petite pièce était bondée de femmes, certaines bruyantes et amères, d'autres silencieuses, les yeux brisés. Neka était assise dans un coin, les genoux repliés contre sa poitrine, le béton froid sous ses cuisses. Son t-shirt lui collait encore à la peau, et ses cheveux boueux étaient collés à son cuir chevelu. L'adrénaline qui l'avait poussée à affronter un milliardaire s'était depuis longtemps dissipée, ne laissant derrière elle que fatigue et regret. Les gardes l'ignoraient. L'un d'eux avait ri plus tôt et l'avait traité de « Beyoncé des bas-fonds » après qu'une autre détenue eût raconté ce qu'elle avait fait. Le ridicule ne la dérangeait pas. Ce qui la hantait, c'était le visage de Shuka, les larmes qui coulaient sur ses joues, hurlant son nom tandis que la camionnette démarrait. Elle avait promis de le protéger, promis de ne jamais le laisser seul. Et voilà qu'elle avait rompu sa promesse. Ses bras lui faisaient mal, non pas à cause des torsions dans le dos, mais parce qu'elle n'avait pas été là pour serrer son frère dans ses bras toute la nuit. Elle appuya sa tête contre le mur, ferma les yeux, faisant comme si les ronflements et les murmures autour d'elle s'écrasaient sur une plage paisible. Mais la paix ne vint jamais. Seule la honte. Juste après l'aube, la porte de la cellule grinça. Neka se redressa, groggy, tandis qu'une policière lui faisait signe de sortir. À l'accueil, une foule s'était massée dehors. Des journalistes, des militants, et même des Lagosiens ordinaires munis de téléphones portables. L'une d'elles, une jeune femme en jean et gilet de presse, a pointé Neka du doigt et a commencé à l'interroger. « Êtes-vous la fille qui a jeté une brique sur la voiture d'Obina Izenwa? Vous a-t-il éclaboussé? Avez-vous été arrêté parce que vous êtes pauvre ?» Neka a cligné des yeux, confuse. L'agent l'a poussée en avant. Le journaliste l'attrapa par le coude et murmura « Votre histoire est partout. » Les réseaux sociaux explosent. Le hashtag « fille de la rue contre milliardaire » est à la mode. Tu es un héros maintenant. Un héros. Neka sentit ses jambes trembler. Ce n'était qu'une jeune fille qui avait craqué après avoir été humiliée. Pourtant, on avait transformé sa douleur en protestation. Alors qu'on la ramenait à l'intérieur pour l'audition, les téléphones ont clignoté et les voix se sont élevées. Quelque part sur l'île Banane, l'équipe de relations publiques d'Obina était sûrement en panique. Et quelque part à Adjugunal, Shuka retrouvait peut-être enfin le sourire. Mais à cet instant, Neka ne pensait ni au gros titre ni au hashtag. Elle pensait à la liberté et au prix qu'elle devrait payer pour la conserver. À l'aube, la vidéo de l'arrestation de Neka s'était répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux nigérians. La vidéo, filmée avec un smartphone bas de gamme, montrait une fille pieds nus et couverte de boue, traînée dans un fourgon de police, tandis que son jeune frère hurlait en essayant de la retenir. La légende était simple. Elle jetait une pierre après avoir été éclaboussée par un milliardaire dans la circulation. Elle est maintenant en prison. Les réactions ont été immédiates. Twitter explodes to hashtags comme FreeNeka,
Street girl versus billionaire et justice for Nneka. Sur Instagram, des influenceurs ont publié des selfies filtrés, accompagnés de longues légendes condamnant les inégalités de classe. Même les radios locales débattaient de l'affaire. Était-elle juste une fauteuse de troubles imprudente ou le symbole d'une classe sociale opprimée se levant pour exiger le respect? Pendant ce temps, les journalistes campaient devant le commissariat d'Adjugunal, espérant obtenir une interview de la jeune fille qui avait tenu tête à un milliardaire. Dans un bureau de Banana Island, dépendant du charbon, Obinna était assis, raide, à son bureau, regardant la vidéo en boucle, son téléphone vibrant sans cesse de messages de son équipe de relations publiques et des membres du conseil d'administration. « Nous perdons de la valeur de notre marque », a déclaré sans détour une conseillère par haut-parleur. « Votre silence la transforme en martyr. Si cela continue, la confiance du public va s'effondrer. » Les investisseurs s'interrogent déjà. Obinna ne dit rien. Ses yeux étaient rivés sur l'image du visage provocateur de Nneka alors qu'on la poussait dans la camionnette. Il y avait quelque chose dans sa colère brute, dans sa façon de ne pas broncher, il n'arrêtait pas d'y penser. Sa directrice de communication, une femme sévère nommée Funmi, fit irruption dans la pièce. « Monsieur, vous devez réagir. »« Non, pas plus tard, pas demain. On t'a taxé de classiste qui écrase les femmes pauvres avec son portefeuille. Tu veux que ton nom figure sur des pancartes de protestation ?» Obinna se renversa en arrière, les doigts croisés sous le menton. Il avait passé des années à bâtir son empire technologique de toutes pièces, se frayant un chemin à travers trahison, conflits familiaux et sabotage d'entreprise. Il n'aimait pas être contraint à quoi que ce soit, surtout pas sous la pression sociale. Mais il détestait aussi le chaos. « Rédige une déclaration », murmura-t-il finalement. « Quelque chose de neutre. » Funmi fronça les sourcils. « La neutralité ne vous sauvera pas. Le peuple veut de l'action. Il veut la libération de la jeune fille. » Obinna soupira et tapota son stylo contre le bureau. « Bien, fais-la sortir. Doucement. » Mais la suite ne fut pas paisible. Lorsque la police reçut l'ordre de libérer Nneka, les journalistes s'étaient déjà massés autour du portail, capturant chaque instant de sa marche vers la liberté. Elle portait les mêmes vêtements boueux, la tête haute malgré son épuisement. Chuka s'accrochait à son flanc, ne lâchant jamais sa main. La foule dehors s'applaudissait. Une femme d'une ONG de défense des droits humains a donné à Nneka un paquet de lait et des biscuits. Un autre lui tendit une liasse de billets de Nira. Elle n'en prit aucun. Son orgueil l'en empêcha. Plus tard dans la soirée, Obinna observait tout cela depuis son téléphone, seul dans son appartement, un verre de cognac à la main. « Tant de bruit », murmura-t-il. Mais une part de lui, profondément enfouie sous le luxe et la logique, se demandait ce que cette fille était capable de faire d'autre. Quand Obinna entra au poste le lendemain matin, sans prévenir et sans caméra, les policiers se redressèrent instinctivement. L'atmosphère devint tendue, voire respectueuse. Le milliardaire ne venait pas souvent à Adjugunil. Quand il le faisait, c'était toujours pour des actions philanthropiques ou pour licencier des employés négligents. Mais ce jour-là, c'était différent. Il a demandé à voir Nneka en privé. Elle attendait, les bras croisés, le visage figé dans cette même expression inflexible qui avait captivé la nation. « Toi » demanda-t-elle sans la moindre formalité. « Et maintenant ? Tu es venu me jeter dans une cellule plus grande. » Obinna ignora son sarcasme et lui tendit une enveloppe blanche. « En guise de compensation. » Pour le dérangement. Nneka le saisit, le déchira et s'en moqua. 200 000, Nira ? C'est censé tout effacer ? Elle jeta l'argent par terre. Les billets craquants se dispersèrent comme des confettis autour de ses chaussures cirées. « Je n'ai pas sollicité ta pitié. Tu m'as humilié, puis enfermé comme un animal. » Obinna expira, essayant de garder son sang-froid. « Tu as vandalisé ma propriété, et tu as vandalisé ma dignité, » rétorqua-t-elle. Sa voix ne s'éleva pas, mais elle transperça la pièce comme une lame. « Tu crois que c'est une question d'argent ? Tu crois que des gens comme moi veulent tes restes ?» L'espace d'un instant, ils restèrent plantés là, bloqués dans une impasse, aucun des deux ne voulant admettre qu'il était en train de perdre. Puis Obinna dit quelque chose que personne n'attendait, pas même lui. « Viens travailler pour moi. » Nneka cligna des yeux. « Quoi ? Chez moi ?
Sur l'île aux bananes. Nettoyeur. Vivez avec une couverture médicale complète pour votre frère. Il détourna le regard en prononçant ces derniers mots, comme si ces mots le peinaient. Le premier réflexe de Neka fut de le maudire. Son arrogance. Son culot. Mais elle pensa alors à Shuka, fine, qui toussait sans cesse, posait sans cesse des questions auxquelles elle n'avait pas de réponse. Elle n'avait ni argent, ni travail, et aucune idée de ce à quoi la semaine suivante ressemblerait. Était-ce une façon perverse du destin de lui tendre la main ou la laisse? Pourquoi? Demanda-t-elle en plissant les yeux. Tu veux me présenter comme ton œuvre caritative? Faire de moi ton colporteur favori? Non, dit Obina trop vite. C'est plus simple comme ça. Pour mon image. Et pour ta sécurité. Neka se mordit la lèvre. Elle détestait tout chez lui. Sa voix douce, ses vêtements repassés, sa présence imposante. Mais elle détestait encore plus la faim. Elle détestait voir Shuka s'endormir en pleurant à cause d'une douleur à la poitrine. Elle détestait mendier. Alors elle fit ce que seuls les pauvres les plus forts apprenaient à faire. Elle ravala sa fierté. D'accord, murmura-t-elle. Mais si ton garde me regarde bizarrement, je te balancerai une brique la prochaine fois. Obina sourit légèrement. Tu commenceras lundi. Alors que Neka quittait la gare, la tête haute, les caméras revinrent. Cette fois, elles lui attribuèrent une nouvelle étiquette. Ni victime, ni criminel, mais employé d'Obina et Zanwa. Internet allait à nouveau s'emballer. Mais Neka n'avait pas le temps pour les tweets. Elle avait une vie à protéger. La première fois que Neka entra dans le manoir de Banana Island, elle eut l'impression d'entrer sur une autre planète. Le sol en marbre brillait comme du verre sous ses pantoufles craquelées. Un lustre plus grand que le salon de sa famille était suspendu au-dessus d'elle, scintillant comme s'il avait capturé un coin de paradis privé. L'air sentait la lavande, le cuir et l'argent. Le personnel en uniforme noir et blanc se déplaçait rapidement autour d'elle, leur visage froid et impersonnel. Neka portait son vieux jean et un haut délavé, serrant contre elle un sac en nylon usé contenant ses seules affaires de rechange et l'inhalateur de Shuka. On lui donna un simple uniforme de femme de chambre, gris avec des bordures blanches, et on la conduisit à un petit logement impeccable à l'arrière. Elle n'avait jamais dormi sur un matelas aussi moelleux. Mais elle ne parvenait pas à se détendre. Chacun de ses mouvements semblait observé. La gouvernante en chef, Madame Amara, s'était présentée d'un hochement de tête raide et s'était aussitôt mise à chuchoter aux autres. C'est celle des nouvelles. Neka entendit quelqu'un murmurer. Une fille des rues, c'est ça, oh. Ses oreilles brûlaient. Mais elle se mordit la langue. Pour Shuka, le travail commençait à 6 heures précises. Neka était chargée de balayer les couloirs, de cirer les vitres et de nettoyer les toilettes des invités. C'était un travail pénible et silencieux, mais rien qu'elle ne puisse accomplir. Ce qu'elle ne supportait pas, c'était la façon dont on la traitait, comme si elle portait de la poussière dans le sang. Les chauffeurs ignorèrent ses salutations. Les chefs sifflèrent entre leurs dents lorsqu'elle prit le reste de riz. Même les jeunes femmes de chambre la regardèrent avec une pitié béate. Son accent, aussi frappant qu'une fenêtre fissurée dans un palais, n'arrangeait rien. Pourtant, Neka traversait la journée avec une telle rapidité, une détermination sans faille. Elle ne posait pas de questions, ne se plaignait pas et, surtout, ne laissait personne la voir pleurer. Elle appelait Shuka tous les soirs avec le nouveau téléphone qu'on lui avait donné. Il était hébergé chez une tante à Surilé, grâce au plan médical d'Obina. Rien que pour cela, l'humiliation silencieuse en valait la peine. Mais malgré les murs étincelants et la maison impeccable, Neka ne parvenait pas à se défaire du sentiment de ne pas être à sa place. Pas ici, pas encore. Elle sentait le jugement flotter dans l'air comme un parfum. Mais ce que le manoir ignorait, c'est que Neka n'était pas là pour être acceptée. Elle était là pour survivre. Et la survie était une chose qu'elle maîtrisait bien avant sa rencontre avec Obina et Zanwa. Dès l'entrée de Neka chez Obina, la tension entre eux fut telle que des fils électriques se touchent sous une pluie torrentielle. Obina, habituée à ce qu'on lui parle avec un respect mesuré et une révérence silencieuse, se sentit de plus en plus perturbée par la présence d'une fille dénuée de tout sens de la hiérarchie et de la peur. Elle ne lui sourit pas poliment en le voyant. Elle ne détourna pas le regard ni ne se précipita pour lui dire « Bonjour, monsieur ». Au contraire,
Elle se donna pour mission de le critiquer dès qu'elle sentait que ses décisions empestaient l'arrogance. Elle commença subtilement, le corrigeant lorsqu'il qualifiait ses chauffeurs d'assistants plutôt que d'ouvriers, se moquant de sa préférence pour les vins français en marmonnant « chez, vous savez, ce vin de palme larmoyant » à voix basse. Au début, Obina l'ignora. Mais plus il essayait de l'ignorer, plus il la remarquait. Elle avait une intensité brute, une honnêteté sans complexe qui le rendait curieux malgré lui. Un jour, au petit déjeuner, elle commenta son article sur les affaires dans Forbes Afrique, non pas pour le féliciter, mais pour critiquer sa position sur le chômage des jeunes. Alors, votre solution, c'est de développer plus d'applications? Les gens ont besoin de nourriture, pas de filtre, dit-elle en frottant le plan de travail en marbre de la cuisine sans même le regarder. Obina se figea au milieu de sa gorgée. Personne ne l'avait jamais défié de cette façon. Les membres de son conseil d'administration le félicitaient, mais ses employés le craignaient. Et voilà qu'une fille des rues remettait en question toute sa philosophie tout en essuyant l'évier de sa cuisine. Malgré lui, Obina commença à réagir. Leurs affrontements verbaux devinrent plus fréquents, presque rythmés. Elle la sarcastiquement, il la contre-attaquait. Elle levait les yeux au ciel, il souriait. Leur dispute n'était pas toujours sérieuse. Parfois, il s'agissait de savoir si le fufu était supérieur au riz, ou pourquoi il n'utilisait jamais de poivre dans ses plats. Mais sous ces plaisanteries couvait quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait nommer. Le personnel commença à murmurer qu'il se passait quelque chose d'étrange. Madame Amara, la gouvernante en chef, avait conseillé à Neka de rester à sa place. Mais cela n'avait fait que renforcer sa défiance. Obina, quant à lui, ne pouvait nier que la jeune fille apportait quelque chose d'inhabituel dans les murs stériles de son manoir, la vie. Un jour, lors d'une réunion du conseil d'administration organisée chez lui, Neka entra par hasard dans la salle de conférence alors qu'elle servait des boissons. Au lieu de s'éclipser discrètement, elle regarda les 10 hommes en costume autour d'elle et demanda « Ce ne sont pas seulement les hommes qui dirigent cette entreprise, mais les femmes qui dirigent. » Les collègues d'Obina furent stupéfaits. L'un d'eux rit maladroitement. Mais Obina répondit simplement « On y travaille » et lui fit signe de verser l'eau. Après la réunion, un invité demanda « Est-elle toujours comme ça ?» Obina rit sans s'en rendre compte. Oui et non, elle ne va nulle part. Cette nuit-là, Neka se tenait seule sur le balcon du manoir, contemplant l'océan. Elle ne voulait pas de l'admiration d'Obina. Mais la façon dont il l'avait défendue devant ses amis d'élite avait eu un effet inattendu et lui avait donné le sentiment d'être entendue. Un soir, Obina passa devant les quartiers des domestiques et surprit Neka au téléphone avec Shuka. Sa voix, habituellement teintée de sarcasme et de dureté, s'était adoucie. « Bon, d'accord. Ne te fais pas mal, mon garçon. Si tu tousses encore, préviens immédiatement tante Amara. Je t'appelle demain. Tu me manques, singe. » Son rire s'échappa doucement par la fenêtre ouverte, et pour la première fois, Obina comprit que derrière le feu de Neka se cachait un amour ardent. Il resta dehors plus longtemps qu'il n'aurait dû, la main posée sur la rambarde, l'ombre masquant la lueur chaleureuse qui s'épanouissait dans sa poitrine. Il retourna à son bureau, le rire de Shuka résonnant encore dans sa tête. Ce soir-là, il s'enquit auprès de son chauffeur de l'état d'avancement des rendez-vous médicaux de Shuka. Tout était à jour. Il a néanmoins augmenté l'allocation de santé du garçon. Il n'en a rien dit à Neka. Il ne le faisait pas par gratitude. Du moins, c'est ce qu'il se disait. Quelques jours plus tard, en inspectant les travaux de rénovation du jardin, Obina fut témoin d'un autre événement qui ébranla ses certitudes. Shuka était venu passer un week-end et, alors qu'il jouait dehors, le garçon a été victime d'une légère crise d'asthme. La plupart des membres du personnel se sont figés, ne sachant que faire. Neka a laissé tomber sa serpillière et s'est précipité hors du couloir, pieds nus, le prenant dans ses bras avec un calme éprouvé. « Où est son inhalateur ? Prends de l'eau. Pas de panique, bébé. Respire comme je te l'ai appris, » murmura-t-elle en le berçant comme si le monde n'existait plus après cet instant. Obina se tenait à quelques pas, figé. Il aurait voulu intervenir pour l'aider, mais la tendresse, l'urgence, la grâce maternelle inébranlable dans les gestes de Neka le laissaient sans voix. Elle n'était pas seulement une sœur. C'était une protectrice. Une combattante. Et tandis que la respiration de Shuka se calmait et que ses petites mains se resserraient,
Obina sentit quelque chose en lui se détendre. Plus tard dans la soirée, il se retrouva à relire son dossier RH, non pas pour vérifier les faits, mais pour comprendre. Elle n'avait pas d'éducation formelle au-delà du JSS 3. Pas de famille, à part Shuka. Son père est mort dans un accident d'usine quand elle avait 13 ans. Sa mère est décédée en couche. Depuis, elle n'a cessé de se débrouiller. Obina se rassit dans son fauteuil en cuir, les yeux rivés au plafond. Comment quelqu'un de si faible pouvait-il encore se comporter comme une reine? Il commença à remarquer d'autres choses. Comment Neka donnait-elle la moitié de son déjeuner à la nouvelle femme de ménage sans qu'on lui demande? Comment elle a réaménagé le garde-manger pour que les employés plus âgés ne se fatiguent pas le dos? Comment elle n'a jamais pris ce qu'elle n'avait pas gagné? Les murs qu'Obina avait construits après des années de trahison, surtout après le départ de Ngozi, lorsque la mort de son père a temporairement paralysé l'entreprise, ont commencé à se fissurer. Il ne le comprenait pas encore. Il savait seulement qu'il était en train de changer. Et cela lui faisait peur. Car si Neka pouvait l'énerver aussi vite, que pourrait-elle faire d'autre à son monde si bien contrôlé? Obina ignorait que le changement allait se produire sous une autre forme, une forme qu'il n'avait pas sollicitée. Il arriva avec des talons hauts et un parfum luxueux qui emplissait l'air avant même que la femme n'entre dans une pièce. Ngozi Udawaka rentra à Lagos après 1 an à Johannesburg, annonçant son arrivée par un article de couverture fracassant dans un magazine lifestyle qui la qualifiait de reine du retour en Afrique. Elle avait toujours su se faire remarquer. Élégante, posée et d'une beauté ravageuse, Ngozi avait autrefois été tout pour Obina. Ils étaient censés se marier jusqu'à ce qu'elle le quitte après l'avoir accusé d'indisponibilité émotionnelle et d'imprudence financière suite à la contestation du testament de son père. Elle n'attendit pas que la poussière retombe. Elle partit avec ses bagages de marque et sa fierté. Elle était de retour et, lorsqu'elle se présenta sans prévenir au manoir d'Obina, le personnel faillit s'évanouir. Neka ouvrit la porte d'entrée, un chiffon à la main, surprise par la vision qui s'offrait à elle. Ngozi haussa un sourcil et lui offrit un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Tu dois être la bonne dont j'ai tant entendu parler, » dit-elle doucement. « Dites à votre patron que je suis rentrée. » Cette seule phrase fit frissonner le hall de marbre. Obina, entendant la voix de Ngozi, entra dans le hall avec une réticence visible. « Ngozi, dit-il d'un ton neutre, tu n'étais pas invitée. »« Oh chérie, ronronna-t-elle en ajustant ses lunettes de soleil serties de diamants. Banana Island a toujours été ma deuxième maison. » Neka observait l'échange avec un attachement discret, mais son estomac se serrait. Quelque chose dans le sourire de Ngozi lui rappelait les marchandes qui vendaient des tomates pourries avec du rouge à lèvres coûteux, brillant à l'extérieur, mais abîmé en dessous. Les jours suivants furent tendus. Ngozi s'attarda trop longtemps, se mit trop à l'aise. Elle prit soin de ne pas s'écarter du sujet, mais ses intentions étaient claires. Un après-midi, elle rejoignit Neka dans la cuisine et parla assez fort pour que les autres l'entendent. « Alors Obina t'a sauvé. C'est adorable. Il a toujours eu un faible pour les œuvres caritatives. » Neka, imperturbable, se retourna et répondit calmement. « Il a aussi un faible pour les femmes qui partent quand les choses deviennent difficiles. J'imagine qu'on a tous nos défauts. » Le personnel de cuisine halta. Le visage de Ngozi se durcit. Elle avait sous-estimé la jeune fille. Obina apprit la nouvelle plus tard et ne réprimanda pas Neka. Au lieu de cela, il garda un léger sourire jusqu'à la fin de la journée. C'était la première fois que quelqu'un tenait tête à Ngozi sans craindre sa colère. Et Obina, bien qu'il ne le dît pas à voix haute, sentit quelque chose changer. Il ne considérait plus Neka comme une épine. Elle devenait bien plus complexe, quelque chose qu'il n'était pas sûr de pouvoir contrôler. Et cela la rendait encore plus dangereuse. Et peut-être, que le risque en valait la peine. L'air du début de soirée était inhabituellement calme lorsque cela se produisit. Neka venait de terminer le nettoyage du hall d'entrée et se préparait à rejoindre le service pour un bref appel avec Shuka, qui devait visiter le manoir ce week-end-là. Mais son téléphone vibra violemment dans son tablier. C'était la femme qui s'occupait de Shuka et Surulard sur Yamaka. Sa voix tremblait à l'autre bout du fil. « Neka. C'est Shuka, il s'est évanoui. On l'emmène d'urgence à l'hôpital. Je ne sais pas ce qui se passe. Ses lèvres deviennent bleues.
Le temps ralentit. La serpillière lui tomba des mains, l'eau se répandant comme une panique sur le carrelage en marbre. Le monde de Neka s'écroula. Sans demander la permission ni prendre de vêtements de rechange, elle se précipita hors de la maison, héla un coursier qui passait et lui offrit tous les kobos qu'elle avait pour la conduire rapidement à l'hôpital le plus proche, à Surullar. À son arrivée, essoufflée et tremblante, elle trouva Shuka, pâle et affaiblie, allongée dans un lit, un masque à oxygène sur le visage. L'infirmière lui expliqua que son état cardiaque s'était aggravé et qu'il avait besoin d'une intervention chirurgicale corrective urgente. Le médecin ajouta que ce serait coûteux. Plus de 2 millions de Nera. Les chiffres la poignardent. Elle n'en avait pas 20 000, et encore moins 2 millions. Ses jambes cédèrent. Elle s'effondra sur le sol froid de l'hôpital, les poings serrés, les yeux écarquillés d'impuissance. Pour la première fois depuis la mort de sa mère, Neka pleurait sans pouvoir s'arrêter. Plus tard dans la soirée, elle était assise devant l'hôpital, la tête collée au mur, regardant la gosse continuer à avancer comme toujours, Okada filant à toute allure, les amoureux se tenant la main, les vendeurs ambulants interpellant toujours leurs clients. Son esprit était vide, à l'exception d'une pensée, Shuka ne peut pas mourir. Prida? Parti. L'ego? Hors de question. Elle avait tout fait comme il fallait, travailler dur, endurer les moqueries, sacrifier son sommeil et son estime de soi. Et pourtant, la vie menaçait de lui arracher la seule chose pour laquelle elle vivait. Ses mains tremblaient tandis qu'elle parcourait le répertoire d'Obina. Elle n'avait jamais enregistré son nom, juste son numéro. Son doigt flottait, honteux. Mais ce n'était plus elle qui était concernée. Elle appela. La sonnerie retentit 2 fois avant qu'il ne décroche. Neka? Elle ne répondit pas au début. Sa voix se brisa lorsqu'elle murmura enfin « S'il te plaît, j'ai besoin d'aide ». C'est tout ce qu'elle dit. Elle ne mentionna ni chirurgie, ni chiffres, ni hôpitaux. Mais quelque chose dans son ton dut transpercer le cœur stoïque d'Obina, car il répondit sans hésiter. « Où es-tu » 20 minutes plus tard, son SUV noir s'arrêtait devant l'hôpital. Il en sortit, toujours dans son cafetan du soir, sans garde, sans escorte. Juste lui. Elle se précipita vers lui, non plus la jeune fille incendiaire qui avait lancé une brique. Juste une sœur désespérée de sauver son frère. « C'est 2 millions, marmonna-t-elle, les yeux baissés. Je ne l'ai pas. Mais je te le rendrai pour le reste de ma vie. » Il n'a pas dit un mot. Il posa simplement une main sur son épaule et entra à l'hôpital. Ce soir-là, il autorisa l'opération. Et pour la première fois depuis longtemps, Neka réalisa qu'elle n'était peut-être pas seule, finalement. L'opération dura 4 heures exténuantes. Neka refusa de rester assise, arpentant le couloir de l'hôpital, les bras autour de la taille, comme si elle essayait de se contenir. De temps à autre, elle jetait un coup d'œil par la fenêtre d'observation où murmurait des prières, moitié en anglais, moitié dans le dialecte de sa défunte mère. Obina était assis tranquillement en face d'elle, son téléphone vibrant toutes les 2 ou 3 minutes, des appels sans réponse. Il avait annulé 2 réunions avec des investisseurs et reporté une présentation d'entreprise juste pour être là. Le personnel de l'hôpital le reconnut instantanément, mais était trop respectueux, ou peut-être trop abasourdi, pour l'aborder. Finalement, le chirurgien est sorti, retirant ses gants et souriant. Son état est stable. L'opération s'est bien passée. Tu l'as amené juste à temps. Neka s'effondra sur la chaise la plus proche, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Merci, murmura-t-elle encore et encore, non seulement au médecin, mais à Dieu, au destin, et à contre-cœur à Obina. Il se tenait près d'elle, l'observant de loin. Quelque chose dans sa gratitude le rendait humble. Elle n'était plus la fille bruyante des rues. Elle n'était que Neka, brute, vulnérable, humaine. Et à cet instant, tous les murs qu'Obina avait érigés pour empêcher les gens d'entrer commencèrent à s'effondrer. Les jours suivants, Obina fit bien plus que payer la facture. Il rendait visite à Shuka tous les jours, lui apportait de la nourriture, des gadgets et lui avait même proposé un tuteur privé pour l'aider à rattraper son retard scolaire pendant sa convalescence. Shuka, toujours curieux, s'est vite attaché à lui. Ils ont discuté livres, technologie et football. Neka observait leur lien grandir avec un étrange mélange de gratitude et de confusion. Elle n'y croyait pas entièrement. Sa vie lui avait appris que la gentillesse était souvent assortie de conditions.
Mais Obina n'a jamais évoqué le remboursement. Il n'a jamais agi avec elle de manière autoritaire. Au contraire, il est arrivé sans formalité. Pas de chauffeur, pas de costume, parfois même en pantalon et t-shirt simple. Un soir, alors que Neka quittait l'hôpital pour quelques heures de repos, Obina marchait à ses côtés en silence. Juste avant de se séparer, il lui dit « Tu n'es pas obligé de retourner travailler immédiatement. Concentre-toi sur lui. Je te paierai pour le temps. » Elle se tourna vers lui, stupéfaite. « Pourquoi fais-tu tout ça ?» Il hésita, puis dit « Parce que tu as demandé de l'aide. Et parce que je me rends compte que t'aider m'a aidé aussi. » Elle détourna vivement le regard, ne sachant pas quoi répondre. Pour la première fois depuis leur rencontre, il n'y avait ni sarcasme ni colère, juste un fil fragile qui se formait entre eux. Quelque chose de plus profond que la gratitude. Quelque chose de dangereux, et pourtant étrangement réconfortant. Alors que Shuka se rétablissait et avait besoin d'un peu de calme, Obina lui proposa une solution inattendue. Une maison d'hôte entièrement meublée dans sa propriété de Banana Island, à l'écart du manoir principal, avec jardin et cuisine privée. Juste le temps de guérir, dit-il d'un ton presque désinvolte, même si son regard trahissait que ce n'était pas du tout désinvolte. Neka hésita, mais accepta. L'espace était différent de tout ce qu'elle avait connu. Elle et Shuka s'installèrent tranquillement, s'installant dans un étrange rythme de gratitude et de malaise. Neka aidait toujours le personnel à temps partiel, mais ses horaires étaient plus souples. Shuka, désormais plus fort, se promenait quotidiennement dans le complexe, son inhalateur en poche et le pas léger. Tout aurait dû être paisible. Mais les rumeurs, comme la fumée, se faufilaient par toutes les fissures. Le personnel de maison murmurait. Les chauffeurs spéculaient. Quelqu'un a même diffusé une photo anonyme en ligne, où l'on voit Neka tendre une tasse de thé à Obina dans le jardin. La légende disait « de lanceur de briques à reine de Banana Island ». L'image est devenue virale en quelques heures. Twitter a de nouveau explosé. Les gens se demandaient si Obina soutenait un escroc ou couchait avec sa complice. Neka se sentait exposée, comme si on l'avait déshabillée en public. Peu lui importait l'opinion des inconnus, mais elle savait ce qui allait suivre. Jugments. Regards. Et pire encore. La mère d'Obina, Madame Ifeoma, est arrivée 2 jours après l'éclatement du scandale photographique. Elle avait pris l'avion depuis Abuja après avoir lu les gros titres des tabloïds. C'était une femme majestueuse aux cheveux gris poivre enveloppée d'un luxueux gélie et à la voix capable de faire taire une pièce sans s'élever. Elle entra dans le manoir avec la grâce royale et le discernement d'un faucon. Ses premiers mots à Obina furent « Je ne t'ai pas élevé pour mélanger amour et pitié ». Puis elle demanda à rencontrer Neka. Non pas par colère, mais par curiosité. Neka se tenait dans le petit salon de la maison d'hôte, les mains jointes, les épaules droites. Madame Ifeoma l'observa un long moment avant de dire « Tu n'as pas l'air de poser problème. Ça dépend à qui tu demandes. » Neka répondit d'un ton ferme. « Un chat. » Puis la vieille femme sourit faiblement. « Bien. » Parlonsen. Et ainsi commença une évaluation silencieuse, un test de savoir-vivre, d'histoire, de but. Neka ne broncha pas. Elle a dit la vérité sur sa vie, sa douleur, ses rêves. Elle ne s'est pas excusée pour ses origines. Et tandis que le soleil se couchait derrière les fenêtres de la maison d'hôte, Madame Ifeoma s'est levée lentement et a dit « Je comprends pourquoi il est attiré par vous. Tu le défies. Tu le punis. » Neka ne répond pas. Mais dans ce silence, une graine fut plantée. Pour la première fois, quelqu'un du monde d'Obina n'essayait pas de la repousser. Il commençait à comprendre pourquoi il était devenu impossible de l'ignorer. Dès que Madame Ifeoma sortit de sa chambre après s'être installée, sa présence majestueuse transforma l'atmosphère de toute la demeure. Le personnel, habituellement indifférent à la froideur d'Obina, s'efforça de paraître occupé sous son regard attentif. Elle n'était pas le genre de femme à avoir besoin d'élever la voix pour imposer le respect. Son silence était chargé d'attente, et ses paroles, lorsqu'elles arrivaient, étaient mesurées comme des versets bibliques. Pendant 2 jours, elle observa Neka attentivement, mais parla très peu. Ce n'est qu'au matin du 3e jour qu'elle la convoqua. « Viens avec moi », dit-elle, non par malice mais par curiosité. Elle conduisit Neka dans la grande cuisine familiale, où un panier de légumes frais l'attendait.
Aide-moi à les couper, dit-elle. Neka, incertain, accepta. Elle se lava les mains et se mit au travail, résistant à l'envie de demander s'il s'agissait d'une sorte de spectacle. Madame Ifeoma s'enquit de son enfance, de sa mère, de sa scolarité ou de son absence, de ses rêves. Au début, Neka réagissait prudemment, presque machinalement. Mais à mesure que la soupe mijotait, elle se confia. Elle parla d'adjugunal, d'apprendre à compter la monnaie dès l'âge de 6 ans, de vendre des poufs pieds nus pendant que d'autres enfants jouaient. Elle a parlé de Shuka et de la nuit où elle a cru le perdre. Elle n'a pas embelli ni se plaint. Elle a juste dit la vérité. Madame Ifeoma remuait doucement la casserole pendant que Neka parlait, hochant la tête de temps en temps. « Penses-tu que la dignité soit réservée aux riches ?» demanda-t-elle finalement. Neka leva les yeux et la regarda dans les yeux. « Non, maman. Je pense que les pauvres s'y accrochent plus fort, parce que c'est la seule chose qu'on ne peut pas voler. » La vieille dame marqua une pause et sourit. « Tu es vif et fier. Cela peut être un don. Ou une prison. » Neka ne répondit pas. Elle savait reconnaître un test. Les jours suivants apportèrent des évaluations plus subtiles. Madame Ifeoma observait la façon dont Neka traitait les jeunes servantes. Elle la vit aider un vieux jardinier à ramasser des mangues tombées sans qu'on lui demande. Elle remarqua que Neka priait à l'aube, la tête baissée sur la véranda en béton, sans chercher à attirer l'attention. Et surtout, elle remarqua que Neka ne s'accrochait jamais à Obena. Pas de giga. Pas de proximité inutile. Aucune manipulation émotionnelle. Quand Madame Ifeoma a finalement pris son fils à part et lui a dit « Je vois ce que tu vois », ce n'était pas de l'approbation. C'était de la reconnaissance. Mais ne confondez pas force et volonté, ajouta-t-elle. Cette fille a porté plus de fardeau que la plupart des femmes, 2 fois plus âgée qu'elle. Si vous n'êtes pas prêt à honorer cela, laissez-la partir maintenant. Obena ne dit rien, mais il comprit. Pendant ce temps, Neka, inconsciente de l'ampleur de la situation, restait concentrée sur le rétablissement de Shuka et ignorait les rumeurs grandissantes. Ce qu'elle ignorait, c'est que Ngozi, observant depuis la ligne de touche, avait déjà commencé à préparer une tempête pour détruire tout ce que Neka commençait à reconstruire. Le scandale a fait l'effet d'un coup de tonnerre. Tout a commencé par une image floue, Neka entrant dans la maison d'hôte tard dans la soirée, portant un plateau repas. La légende du blog à potins disait « De la rue à la petite amie ?» dans les coulisses de la vie secrète de la fille des rues d'Obena d'Izenoa. Quelques heures plus tard, d'autres photos ont suivi, l'une d'elles assise dans le jardin avec Shuka, une autre où Obena l'aidait à monter dans une voiture. Aucune d'elles n'était incriminante en soi, mais elles étaient chargées de propos suggestifs. Les gros titres étaient impitoyables. Miliardaire de Banana Island Gate son expendeuse. Des sources affirment qu'elle partage désormais son lit. L'équipe de relations publiques d'Obena a paniqué. Les investisseurs ont exigé des explications. Les actionnaires ont menacé de se retirer. Et Obena, habituellement calme sous la pression, explosa de rage en voyant les blogs. Il convoqua Neka à la maison principale. « Mais qu'as-tu fait » demanda-t-il d'une voix glaciale. Neka la fixa, stupéfaite. « Que veux-tu dire ? Tu as vendu ces photos ? Tu as parlé à quelqu'un ? » Sa poitrine se serra. « Tu m'accuses ? Il y en a partout, Neka. Ma mère. Ma planque. Ma marque. Ça s'effondre. Et la seule nouvelle variable, c'est toi. Ça fait mal. » Ce n'était pas seulement les mots. C'était l'implication qu'après tout cela, il la considérait toujours comme un risque. Un handicap. Comme une tache de la rue qui ne part pas. Elle essaya de se défendre, mais Obena s'était déjà détourné, le regard embrumé par la peur et la réputation. Peut-être était-ce une erreur, murmura-t-il plus pour lui-même que pour elle. Cela la brisa. Neka ne cria ni ne plure. Elle s'éloigna simplement, engourdie, le dos plus droit que jamais. À la maison d'hôte, elle prépara silencieusement le sac de Shuka. Il n'arrêtait pas de poser des questions. Que se passe-t-il ? Pourquoi partons-nous ? Mais elle ne répondit pas. Au matin, ils étaient partis. Retour à Majugunal. Retour à la chambre exiguë et aux voisins bruyants. De retour au stand de bord de route où la survie ne nécessitait aucune permission.
Neka reconstruisit son étal avec du bois emprunté et sa détermination habituelle. Elle vendait de l'eau en sachet avec la même fierté que s'il s'agissait de parfum. Elle riait plus fort qu'elle ne le ressentait. Et elle se disait que rien ne lui manquait, certainement pas la douceur dont Obena avait fait preuve ni l'étrange sentiment d'être choisie. Mais la nuit, quand Shuka dormait et que le monde était silencieux, elle fixait la photo délavée de sa mère et murmurait « J'étais presque partie, maman. J'étais presque libre. » De l'autre côté de la ville, Obena était assis dans son bureau vitré, parcourant à nouveau les photos. Mais quelque chose clochait. Les angles. Le timing. La coordination. Il semblait planté là. Et au fond de lui, il savait qu'il avait commis une terrible erreur. De retour à Majugunal, Neka reprit son rythme quotidien comme si elle n'était jamais partie. Elle répara son étal avec des restes de zinc, se procura de nouveaux approvisionnements auprès d'un distributeur bienveillant et retourna vendre de l'eau et des encas sur la même route où sa vie avait basculé. Ses voisins l'accueillirent avec un mélange de sympathie et d'envie. Certains lui demandèrent l'histoire de sa maîtresse, tandis que d'autres chuchotèrent comment elle avait été larguée par l'homme riche après avoir dormi chez lui. Mais Neka portait son silence comme une armure. Elle refusait de se défendre. À ses yeux, cela n'en valait pas la peine. Sa seule préoccupation était Shuka, qui était devenue silencieuse et renfermée, se demandant pourquoi ils avaient quitté Banana Island si soudainement. Un soir, alors qu'ils étaient assis près de leur lampe à pétrole à manger du gari et des arachides, Shuka finit par demander « Ai-je fait quelque chose de mal ?» Neka leva les yeux, surprise. « Pas de bébé, » dit-elle en le prenant dans ses bras. « Tu n'as rien fait. Le monde est tout simplement compliqué. » Mais au fond d'elle, elle ressentait la douleur d'une trahison qu'elle n'était pas prête à nommer. Elle s'était laissé croire, l'espace d'un instant, qu'Obena la voyait. Non pas seulement comme une histoire ou un symbole, mais comme une femme. Elle s'était trompée. Obena, cependant, ne parvenait pas à se débarrasser d'une culpabilité tenace. Il ne parvenait pas à dormir. Il ne pouvait pas manger. Il a examiné les photos divulguées à maintes reprises jusqu'à ce qu'il demande finalement à son responsable de la sécurité d'en remonter la source. Quelques jours plus tard, la confirmation a été donnée. Ngozi avait engagé un photographe indépendant et fourni le contenu au bloc. Elle avait même payé 2 employés de maison pour alerter la presse sur une prétendue liaison. Interrogée, Ngozi n'a pas nié. « Tu as mis des bêtises dans ta vie, Obena », a-t-elle dit froidement. « Je viens de rappeler au monde son odeur. » Il n'a pas crié. Il s'est simplement éloigné. Mais le mal était fait. Et cette fois, c'était lui qui se retrouvait à Ajagonal, sans son convoi, sans son capitaine. Seul, debout devant le stand de Neka, comme n'importe quel autre homme, les regrets trop lourds pour être exprimés. Elle le vit, mais ne broncha pas. Elle servit d'abord un client, prit son argent, puis lui fit face. « Tu ne devrais pas être là. »« Je sais, » répondit-il. « Mais je devais admettre que j'avais tort. »« Tu avais tort, » dit-elle sèchement. Il hocha la tête, incapable de se défendre. « J'ai cru à des mensonges plutôt qu'à ta vérité. Et je le regretterai longtemps. » Neka le regarda un long moment, puis dit « J'ai survécu à pire qu'un chagrin d'amour. Alors ne t'inquiète pas pour moi. » Sur ce, elle retourna à son box. Et Obena, pour la première fois de sa vie privilégiée, réalisa que le pouvoir ne signifiait rien face à quelqu'un qui n'avait plus besoin de son approbation pour respirer. Ajagonal n'avait jamais rien vu de tel. Par un samedi matin humide, les rues bourdonnaient d'un vacarme plus intense que celui des marchés habituels. Les habitants observaient avec curiosité depuis leurs balcons et leurs stands en bord de route les SUV élégants qui bordaient la route boueuse. Il n'était pas rare que des politiciens ou des célébrités passent brièvement, offrant des dons sur scène et se prêtant aux photos. Mais cette fois, l'homme qui est sorti ne tenait ni micro ni sac cadeau, il tenait sa honte. Obena Izenwa, vêtu d'un simple cafetan crème et de sandales marron, traversait la même rue que son convoi avait traversé quelques mois auparavant. Son regard cherchait, non pas la pitié, mais elle. Neka, lorsqu'il la trouva enfin assise derrière son stand de bord de route reconstruit, rangeant des paquets de gala avec une détermination tranquille, il marqua une pause. Pendant un instant, la rue autour de lui se transforma en silence. Elle le vit. Ses épaules se raidirent. Elle se leva, mais ne dit rien. Il s'approcha,
les yeux baissés, et fit quelque chose qui la choqua elle-même. Il s'agenouilla. Devant toute la communauté, le milliardaire Sion s'agenouilla dans la poussière environnante. « J'avais tort, dit-il d'une voix suffisamment forte pour que tous les spectateurs l'entendent. Je vous ai jugé injustement. J'ai laissé ma peur et mon orgueil m'aveugler. Tu as protégé ton nom. J'aurais dû protéger ta dignité. Je suis désolé, s'exclamèrent les gens. Les appareils photo des téléphones apparurent. Shuka, debout aux côtés de sa sœur, leva les yeux vers elle. Mais Neka ne tendit pas la main vers Obina. Elle laissa l'instant s'étirer, sa poitrine se soulevant et s'abaissant sous le poids de ce que cela signifiait. Puis, doucement, elle dit « Lève-toi. La poussière ne te va pas. » Lui, si. Et quand leurs regards se croisèrent, l'air changea. Quelque chose de cassé avait été reconnu. Pas réparé, mais reconnu. Puis il se tourna vers la foule. « Je suis venu pour faire plus que m'excuser, » a-t-il poursuivi. « Je suis venu pour rendre quelque chose à cette communauté. » L'après-midi même, la construction d'un nouveau bâtiment a débuté au cœur d'Adjugunal. 2 mois plus tard, un centre d'autonomisation des jeunes et des femmes entièrement équipé se dressait fièrement là où un atelier de mécanique abandonné s'était effondré. Il s'agit du centre d'Atakunaji pour la dignité et la croissance, du nom de la défunte mère de Neka. Il n'y a eu ni cérémonie d'inauguration, ni diffusion sur les réseaux sociaux. Du travail, tout simplement. Un travail calme et régulier. Neka, qui avait autrefois maudit Obina au milieu des embouteillages, s'asseyait désormais à ses côtés lors des réunions de planification de projets, suggérant des activités périscolaires et des formations professionnelles. Elle ne lui avait pas encore complètement pardonné, pas dans son cœur, mais pardonner, réalisa-t-elle, ne consistait pas à oublier la douleur. Il s'agissait de se libérer de la version d'elle-même qui voulait encore être en colère. Et à chaque bloc posé, à chaque enfant inscrit, une nouvelle version. Un après-midi, Neka se tenait sur la véranda du nouveau centre, observant un groupe de jeunes filles s'entraîner à parler en public sous la supervision d'un coach bénévole. Leur voix hésitait d'abord, puis se stabilisait, pleine de conviction. Elle souriait, se souvenant de l'époque où elle aussi peinait à se faire entendre, non pas par manque de mots, mais parce que le monde lui avait appris qu'elle ne méritait pas qu'on l'écoute. Ces jours lui semblaient à la fois lointains et douloureusement proches. Alors qu'elle se tournait pour rentrer, elle fut arrêtée par une silhouette familière, Madame Ifeoma. La femme d'un certain âge se tenait, comme toujours, telle une reine qui n'avait pas besoin de couronne. Mais son sourire, cette fois, était large et chaleureux. « Viens avec moi, » dit-elle. Ils déambulèrent dans les couloirs du centre, la lumière du soleil pénétrant à travers les vitres et se reflétant sur les sols cirés. « Vous avez construit quelque chose de spécial ici, » dit doucement Madame Ifeoma, « quelque chose que mon fils n'aurait pas pu s'acheter avec tout son argent. » Neka hocha la tête. « Je ne l'ai pas fait seul, mais ça n'aurait pas existé sans vous. » Ils s'arrêtèrent près d'une petite bibliothèque à l'intérieur du centre. Puis, de son sac, Madame Ifeoma sortit une enveloppe marron scellée. « C'est pour toi. » Un fonds de bourse. Entièrement versé. Toutes écoles, tous niveaux, toutes filières. Utilise-le comme tu veux. Les yeux de Neka s'écarquillèrent. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle. « Parce qu'il est temps que le monde arrête de demander aux gens comme toi de prouver leur valeur. » Neka ne pleura pas, mais elle cligna des yeux longuement et fort. Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était une conviction. Un témoignage de confiance tangible de la part d'une femme qui la considérait autrefois comme une menace. Elle l'accepta à bras ouverts. Quelques jours plus tard, elle s'inscrivait à temps partiel dans un programme de formation pour adultes, un diplôme accéléré en développement communautaire. Entre les cours et la gestion du centre, elle commençait à travailler sur un programme de formation commerciale pour les vendeurs ambulants comme elle. Et même si elle essayait de l'éviter, elle ne pouvait ignorer la main silencieuse qui assurait le bon déroulement des choses. Obena était devenu un soutien silencieux. Jamais excessif, jamais remercié, mais toujours présent là où cela comptait. Il paya les salaires du personnel pendant la première année. Il l'a mise en contact avec des subventions gouvernementales. Et, plus impressionnant encore, il n'a jamais dit à personne qu'il faisait quoi que ce soit. Quand Neka lui a demandé pourquoi, il a répondu « Parce que la dignité, c'est la tienne. »
Je suis juste là pour le protéger cette fois. Le manoir de Banana Island, avec un souvenir désormais. Elle n'y vivait pas, et elle ne le voulait pas. Mais elle ne l'a pas évité non plus. Elle n'avait plus honte de qui elle avait été ni de ce qu'elle était en train de devenir. Et peu à peu, la fille qui avait jadis lancé une brique de rage avait commencé à construire quelque chose de bien plus puissant. Espoir. Les mois passèrent. Le centre adjugunal prospéra. Après l'école, les enfants venaient apprendre le codage et l'artisanat. Les femmes apprenaient la couture et la finance. Les enfants des rues découvraient la peinture, la poésie et la plomberie. Neka, désormais directrice de programme certifié, a été présentée dans un magazine local comme la voix des personnes sans voix. Mais ce n'est que lorsqu'elle a reçu un appel inattendu de l'Agence de développement de la jeunesse de l'État de Lagos qu'elle a réalisé le chemin parcouru. Nous aimerions que vous interveniez lors de notre séminaire pour les jeunes de Banana Island le week-end prochain, a déclaré la voix. Nous invitons des fondateurs, des décideurs politiques, des PDG, et nous pensons que votre histoire a sa place dans cette salle. Neka hesita. Banana Island. Son champ de bataille. Son exil. Son terrain d'essai. Mais quelque chose au fond d'elle lui murmurait « Tu n'as plus ta place dans l'ombre ». Alors elle accepta. Le jour du séminaire, elle portait une robe longue en wax, confectionnée par l'une des femmes de son centre. Ses cheveux naturels étaient enveloppés d'un gel orange vif, et elle se tenait comme une reine, sortie de la boue. À son arrivée dans la luxueuse salle de conférence, les appareils photos ont cliqué et les murmures ont suivi. « N'est-ce pas la fille des rues ?» murmura quelqu'un. Elle sourit et entra quand même. Abena était assise au 3e rang. Vêtu d'un simple igbata bleu marine, il n'essaya pas de l'aborder avant l'événement. Il observait simplement. Et lorsque Neka monta sur scène, il la vit non pas comme la fille qui avait jadis éclaboussé sa voiture debout, ni comme la femme de ménage qui frottait son sol, mais comme une femme qui s'était élevée au-dessus de toute étiquette. Elle parlait sans texte. « Je m'appelle Neka Naji. Je suis née à Adjiguno. Je vendais de l'eau dans les embouteillages. Un jour, un homme dans un convoi nous a éclaboussés, mon frère et moi, debout. J'ai réagi. J'ai lancé une brique. Ce moment ne m'a pas brisé. Il m'a permis de me découvrir. » Elle marqua une pause, laissant le poids de ses mots retomber. « Je suis ici aujourd'hui non pas parce qu'on m'a offert une place à la table, mais parce que j'en ai construit une à l'extérieur, et maintenant, j'invite d'autres personnes à me rejoindre. » La foule s'est levée pour applaudir. Mais Abena n'a pas applaudi. Non pas qu'il n'était pas fier, mais parce qu'il était sans voix. À cet instant, le rapport de force avait complètement changé. Le milliardaire, qui dominait autrefois la ville, levait maintenant les yeux avec admiration vers la jeune fille qui refusait de rester en bas. Et il savait que, quoi qu'il arrive, il marcherait à ses côtés, jamais devant. La nuit suivant le séminaire de Banana Island, Lagos brillait sous le bourdonnement lointain des lampadaires et des phares dispersés qui zigzaguaient dans la circulation comme des lucioles. Abena, assis dans sa voiture devant le centre communautaire d'Adjugunal, observait de loin Neka aider un groupe de jeunes filles à transporter des livres donnés à l'intérieur. Elle portait un simple chemisier crème rentré dans un pantalon taille haute, rien de tapax en grave-l'œil, mais tout dans sa présence respirait une confiance acquise, non héritée. Il aurait pu envoyer un chauffeur ou attendre, mais quelque chose en lui disait que c'était le moment. Lorsque le dernier des enfants fut parti, il sortit de la voiture et appela doucement Neka. Elle se retourna, visiblement surprise. « Tu es encore debout ?» demanda-t-elle en s'avançant vers lui. « Tu n'avais pas besoin de faire tout ce chemin. » Abena hocha la tête, les mains dans les poches. « Je sais, mais j'avais quelque chose à dire. » En personne, elle croisa les bras et attendit, les sourcils levés, mais l'expression indéchiffrable. Il déglutit. « Je t'aime. » Les mots flottaient dans l'air comme de l'encens, doux, se consumant lentement, impossible à ignorer. Non pas à cause de ta force ou de ce à quoi tu as survécu, ni à cause du défi que tu m'as lancé, ni parce que tu m'as aidé à guérir, mais parce que, quand tu es parti, j'ai réalisé que mon monde n'avait plus de couleur sans toi, et je n'attends rien. Je voulais juste que tu le saches. Neka resta silencieuse pendant un long moment. Son cœur battait fort dans sa poitrine, non pas d'excitation, mais de conflit. Il fut un temps où elle aurait rêvé de ce moment. De lui debout là, dépouillé de sa fierté, exposant son cœur à nu. Mais maintenant,
les choses étaient différentes. Elle s'était trouvée. Son identité ne dépendait plus de la validation de quiconque, pas même de la sienne. « Abena », dit-elle finalement d'une voix ferme mais douce. « Je te crois. » Je crois que ce que tu ressens est réel. Et une partie de moi le ressent aussi. Ses yeux brillèrent d'espoir. Mais elle continua. Mais je ne suis pas encore prêt à appartenir à qui que ce soit. J'appartiens à cette mission. À Shuka. À la fille que j'étais, qui vit encore parmi les milliers de filles de ces rues. Elle lui prit la main, non pas pour le serrer contre elle, mais pour ancrer l'instant. Aime-moi quand je serai prêt. Pas quand je serai encore en construction. Il hocha lentement la tête, un doux sourire aux lèvres. Alors je serai là, dit-il. Quand tu seras prête. Même si ce jour n'arrive jamais. Et ainsi, un nouveau genre d'amour a fleuri. Un amour ancré non pas dans la possession, mais dans la patience. Non pas dans la romance, mais dans le respect. 2 ans plus tard, le ruban était coupé lors de l'inauguration de la fondation Adekunadji pour les filles des rues, un vaste établissement niché juste à l'extérieur d'Adjugunal, comprenant des dortoirs, des salles de classe, des cliniques et un atelier d'art créatif. La foule rassemblée ce jour-là comprenait de hauts fonctionnaires, des ONG internationales, des militants de terrain et des Lagosiens ordinaires qui se souvenaient du début de l'affaire. Une éclaboussure d'eau boueuse, une vitre de Range Rover fissurée et une jeune fille refusant de se taire. Neka se tenait sur la scène principale, vêtue d'une robe en cara vert émeraude ornée d'une bordure orange vif, ses cheveux bouclés en épaisses boucles naturelles couronnées de perles dorées. À côté d'elle se tenait Shuka, désormais plus grande, en meilleure santé et arborant fièrement un t-shirt griffé du programme de leadership de la fondation. Obina était assise au premier rang, aux côtés de Madame Ifeoma, qui considérait désormais Neka comme sa deuxième fille. Ngozi, longtemps oubliée par les gros titres, était introuvable. Neka prit le micro et fit face à la marée de visages. On m'appelait autrefois une fille des rues, commença-t-elle, et ils avaient raison. J'étais une fille de la rue, née de ses luttes, élevée dans son feu et façonnée par son bruit. Elle marqua une pause, la foule complètement immobile. Mais la rue n'a jamais été ma prison. C'était ma salle de classe. Et aujourd'hui, je construis cette maison pour toutes les filles qui reçoivent encore de mauvaises leçons. Des acclamations ont fusé. Certaines ont pleuré. D'autres applaudissaient si longtemps qu'ils oubliaient de s'arrêter. Mais Neka n'avait pas fini. Elle désigna les enfants assis au premier rang. C'est votre héritage, pas l'argent, ni le luxe, mais la liberté. La liberté de parler, de rêver, de vous élever. Et personne, quelle que soit votre classe sociale, votre origine, votre étiquette, ne devrait vous la retirer à nouveau. Elle descendit sous un tonnerre d'applaudissements. Plus tard, tandis que les invités visitaient le site, Neka et Obina parcoururent côte à côte le jardin qu'elle avait conçu, chaque section portant le nom d'une femme qui avait marqué sa vie. Arrivée à celle intitulée « Espoir », Neka s'arrêta et le regarda. « Tu sais, je me souviens encore de la boue. »« Hilary. »« Moi aussi. »« Et de la brique. »« Ça aussi. » Ils rirent ensemble, des années de douleur se transformèrent en un souvenir silencieux. « Merci, » dit-elle. « Non pas parce qu'il m'aime, mais parce qu'il me voit. Parce qu'il marche à mes côtés, pas devant moi. » Il hocha la tête, ses yeux brillant d'une lueur plus profonde que l'affection ou la fierté. Ils restèrent silencieux, regardant Shuka conduire un petit groupe de nouveaux étudiants vers le dortoir. Et à cet instant, alors que le soleil filtrait à travers les feuilles et que les rires résonnaient dans l'enceinte, Neka comprit enfin. L'héritage n'est pas une question de richesse ou de reconnaissance. Il s'agit de soutenir les autres avec les mêmes mains qui ont autrefois dû grimper. Elle avait un jour lancé une brique pour défendre sa dignité. Elle posait désormais les briques pour construire l'avenir. Et à ses côtés se tenait non pas un sauveur, mais un partenaire de vie.